Bonsoir à tous. Merci Julie, merci Camille, merci Natalia, merci Aliane de m'avoir invité ce soir pour parler. C'est vrai que c'est un thème qui me tient à cœur, non seulement parce que je suis politologue, évidemment, mais aussi parce que, comme l'a dit Julie, je suis conseiller des Français de l'étranger pour une circonscription qui est énorme, comme elle vous l'a dit, qui est une circonscription continentale qui va de la frontière bolivienne jusqu'à la frontière du Venezuela, justement en faisant un triangle avec Natal. Donc, c'est pas mal comme circonscription, ça donne du boulot. Et bon, on pourra reparler après de ce en quoi consiste le fait d'être conseiller des Français de l'étranger pour cette circonscription-là. Mais en premier, je voulais avoir quelques considérations. Évidemment, comme tous les profs et comme tous les chercheurs, j'ai plutôt tendance à parler beaucoup. Donc, j'espère que si je parle trop, Julie et Camille, vous m'arrêtez. J'avais préparé une petite introduction à notre thématique, parce que c'est pas évident de parler, de savoir ce que c'est que la politique ou le politique. D'ailleurs, il y a trois mots en sciences politiques qui sont fondés sur des mots anglais. Le politique, qui est plus l'organisation globale de la société, notamment l'organisation sociale, ce que les Grecs appelaient l'arché. Et puis la politique, qui serait plus liée à la lutte pour le pouvoir, disons pour faire très très vite. Et puis les politiques, qui seraient donc les politiques publiques, les politiques gouvernementales, etc. etc. Mais évidemment, si on prend ça en gros, disons, c'est tout ce qui a trait à l'organisation de la vie en commun, au destin commun que nous pouvons avoir ensemble. Hein. Mais la politique, ça peut être aussi une posture, ça peut être aussi un choix. Moi, j'aime beaucoup associer la politique, par exemple, à ce que Foucault associait à la critique, c'est-à-dire l'art de ne pas être trop gouverné. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ordre social qui est établi, et donc, cet ordre social, soit on va dans le sens de cet ordre social, c'est-à-dire soit on va dans le sens d'une domination d'une classe dominante, et on se bénéficie de cette domination, soit on est dans le camp, ou en tout cas on milite dans le camp de ceux qui ne sont pas dans les dominants, qui sont dans les dominés. Et donc là, on se pose en, comment dire, en opposition, disons comme ça, à un certain ordre dominant. Et donc, cette définition que Foucault donne sur la critique, je crois qu'on pourrait aussi la donner pour la politique, c'est-à-dire l'art de ne pas être trop gouverné, c'est-à-dire réagir à tout ce qui peut nous contraindre dans notre vie à exprimer nos potentialités individuelles et collectives, et aussi ce qui peut capturer le fait que on puisse penser notre vie en commun et non seulement adhérer à un système de domination préétabli qui s'est transformé en constitution, en loi, etc., etc. Il y a aussi un autre auteur que je voulais ramener dans la discussion pour qu'on puisse penser un peu, et que j'aime beaucoup, c'est un philosophe français aussi, qui s'appelle Jacques Rancière, et lui, justement, il prend un peu le contre-pied du sens commun de la politique comme on l'entend, c'est-à-dire que la politique, dans le sens commun, c'est un peu tout ce qui a trait aux élections, au vote, etc. Lui, il dit que justement, ça, ce n'est pas de la politique, c'est de la police. C'est-à-dire que pour lui, tous, on est dans des petites catégories, hommes, femmes, blancs, noirs, ouvriers, professeurs, étudiants, etc. Et toutes ces catégories, elles nous enferment en quelque sorte dans des stratégies personnelles, mais aussi dans un ordre dominant qui nous enferme dans ces catégories-là. Et donc, c'est ce qu'il appelle la logique policière, l'organisation policière de la société. Hein, plus dans le sens ancien de la police, qui est dans le sens de l'organisation de la société, pas dans le sens, évidemment, de la police, force de police, même si la force de police
et l'expression par la force de cette organisation policière en catégorie où, par exemple, il dit une phrase très intéressante, il dit « La police, la force policière, son but, c'est que les gens ne s'arrêtent pas entre plusieurs catégories. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire aller du travail à la maison, etc., de l'école à la maison, etc. Mais surtout, ne vous arrêtez pas dans l'espace public, là où justement peut arriver l'œuvre politique. » Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et alors, qu'est-ce que c'est la politique? Alors, pour Rancière, c'est justement quand on mobilise la logique de l'égalité pour faire exploser ces catégories policières, ces catégories policières. Par exemple, quand une femme dit « je suis aussi citoyen qu'un homme, je suis aussi cadre exécutif qu'un homme, etc. Je peux avoir le même salaire, etc. » C'est de la politique. Quand au Brésil, on a eu le phénomène du rolezinho, où des jeunes de périphérie allaient en groupe dans les shopping pour dire « c'est notre place aussi », et se faisait d'ailleurs virer à coups de force policière privée, à coups de force de sécurité. Ça, c'est dire je fais de la politique parce que je vais là où on ne m'attend pas. Je ne vais pas là où l'ordre policier m'attend, c'est-à-dire dans ma catégorie, et je revendique par l'égalité la possibilité d'être dans d'autres catégories et de me réinventer dans l'espace commun. Et ça, c'est, je pense, très, très intéressant. Et donc, ça fait de la politique non pas un secteur d'action, mais des événements, une situation. Et ça me paraît très, très intéressant. Et puis, la politique, évidemment, si c'est l'art de ne pas être trop gouverné, ça passe aussi par l'engagement personnel et collectif. Hein. C'est-à-dire que si on reste dans ces petites catégories, justement, si on accepte la domination telle qu'elle se passe, si on accepte les inégalités qui existent dans la société, si on accepte de rester à sa place en tant que femme, en tant que noir, en tant qu'enfant, en tant qu'étudiant, etc., eh bien, on se satisfait des catégories policières qui ont été construites pour nous et en même temps, on perd de notre potentialité à nous exprimer en tant qu'individu, en tant que collectivité, et aussi on perd la possibilité d'agir sur notre destin commun à partir de nos potentialités et à partir d'un horizon qu'on aurait imaginé en commun et qui pourrait créer un autre projet de société plus égalitaire, plus juste, etc., etc. Donc, pour moi, la politique, elle passe par l'engagement. C'est s'engager dans des actions individuelles et collectives, ayant pour but l'institution de faits qui sont la justice et l'égalité. Je suis très d'accord avec Rancière quand il dit l'égalité, ce n'est pas un but. L'égalité, c'est un fait. Le scandale, c'est l'inégalité. C'est-à-dire, c'est ce qui nie le fait. On n'a jamais dit que les hommes et les femmes n'étaient pas égaux. Ils sont égaux. C'est un fait. Le scandale, c'est que la manière de vivre d'une femme ne peut pas exprimer les mêmes potentialités que la manière de vivre d'un homme. Et c'est ça le scandale politique. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, la politique, c'est essayer de faire que le fait d'égalité se réalise, je pense, que le fait d'égalité se réalise. Et pour ça, il faut refuser qu'on puisse se laisser aller par toutes les catégories de l'ordre social comme on est défini, etc. Il faut toujours se situer en décalage à partir de la revendication de l'égalité, du fait d'égalité et évidemment de la justice. Donc ça pour moi, c'est important. Et à partir de là, évidemment, on est obligé de s'engager. Si on ne s'engage pas, eh bien, on se satisfait que l'égalité ne devienne pas, ne se transcrive pas en fait. Hein, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, dans mon engagement politique, c'est quelque chose contre lequel je dois lutter à tout instant.
J'en profiterai, vu qu'on est dans une apologie de la langue française et de la culture française dans ce lieu-ci, que justement, si j'avais été révolutionnaire en 1789, j'aurais sûrement pas adhéré à la devise que la France s'est donnée à la Révolution. Parce que la devise de la Révolution, c'est le premier pas, c'est la liberté. Le second pas, c'est l'égalité. Et le troisième pas, c'est la fraternité. Et je pense que c'est exactement le contraire qui doit se passer. C'est-à-dire, si vous ne considérez pas que l'autre est votre égal, est votre frère et votre sœur, vous ne pouvez pas penser l'égalité comme un fait. Vous pensez à partir des différences. Et donc, l'égalité, le fait d'égalité ne peut pas se réaliser. Et si le fait d'égalité ne peut pas se réaliser, si les inégalités sont criantes, personne ne peut avoir de la liberté. Ou plutôt, certains ont la liberté au prix de la liberté d'autres. Et donc, en fait, le premier des principes républicains, pour moi, ce n'est pas la liberté, c'est la fraternité. C'est la fraternité qui doit amener une situation d'égalité, et à partir de l'égalité, on peut construire la liberté. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Je pourrais ensuite reprendre la parole pour dire à peu près ce que fait un conseiller des Français de l'étranger, si vous voulez bien, mais je voulais lancer le débat par certaines réflexions un peu théoriques, mais qui ont un aspect pratique certain dans, dans ce qu'on peut faire avec la politique au quotidien, chacun de nous, et en groupe, et comme société, et comme individu aussi. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup Jean-François pour ces belles paroles. On a envie de chanter la Marseillaise. Mais avant, on va passer la parole à Tristan donc, pour réagir à ce que tu viens de dire. Oui, ben merci Jean-François, merci à toutes et à tous d'avoir invité. Ça fait plaisir de retrouver ce petit groupe de Parlons-en qui s'est maintenant démultiplié en petits écrans et même sur les réseaux sociaux. Je me rappelle la dernière fois qu'on s'était vu, c'était sur la pelouse du Chichil de l'université de Natal. Et voilà, bon, c'est un autre style. Mais voilà, en tout cas, très heureux de voir que ça continue et qu'il y a toujours cette même envie de faire vivre la langue française partout, enfin, au-delà des frontières hexagonales, et de faire vivre aussi l'amitié franco-brésilienne. Voilà, donc bon, sur la politique, la politique. C'est un bon sujet pour parler, hein, puisque je pense qu'on peut peut-être commencer par là. Il me semble qu'une des bases de la politique, c'est le dialogue, c'est de parler. Hein. Une autre base, c'est l'action. Mais avant l'action, il y a aussi un dialogue et un échange et un débat qui est fondamental, à mon avis, dans l'exercice de la politique. Donc, à mon avis, on est dans le bon espace. D'autant qu'aujourd'hui, c'est vrai que les conditions du débat politique, du débat démocratique ont changé, à mon avis. C'est vrai que la politique, d'une certaine manière, aujourd'hui, a un peu une mauvaise presse dans tous les sens du terme, à la fois parce qu'elle n'a pas peut-être la presse qu'elle mérite, c'est-à-dire l'audience médiatique qu'elle mériterait dans des conditions favorables. Et puis, c'est vrai que les réseaux sociaux, tout en facilitant finalement la communication entre les gens, polarise énormément le débat politique, de sorte que finalement, c'est de plus en plus difficile de parler politique, puisqu'on a tellement de facilité à parler avec ceux avec lesquels on est d'accord. Et puis, ces effets algorithmiques et ces effets de bulles finalement médiatiques qui sont dans la logique du web aujourd'hui font que le débat entre semblables, mais qui n'ont pas forcément les mêmes idées, est de plus en plus difficile. Donc voilà, ça c'est déjà peut-être une première réflexion.
Alors après, la deuxième, bon, c'est vrai que tu as des références critiques, on va dire, Jean-François, et c'est vrai que là, tu mets en avant la politique de l'engagement et puis finalement hors institutionnel. Je pense que peut-être un premier exercice de la politique dans un État démocratique, c'est l'exercice de la citoyenneté, aussi dans un cadre institutionnel qui est aussi l'héritage de lutte politique et d'un héritage démocratique qui n'est pas forcément, à mon avis, euh, euh, qui ne doit pas faire forcément l'objet d'une résistance. Il y a aussi parfois des institutions qu'il faut sauver et qu'il faut appuyer. Donc ça, il y a un côté légitimiste en moi ou institutionnaliste qui me dit qu'il faut, tout en étant très foucaldien et aussi critique et résistant par certains moments, il faut parfois aussi faire la part des choses et reconnaître qu'il y a des institutions qui sont très importantes, qu'il faut protéger, ne serait-ce que l'exercice du vote. Bon, qui, en France, au Brésil, n'est pas du tout comparable, puisqu'en France, il n'est pas obligatoire et on a des niveaux d'abstention qui sont énormes. Donc, je pense qu'un premier exercice politique fondamental, c'est l'exercice du vote. Et puis, voilà, de respect d'un certain nombre d'institutions démocratiques qu'on a tendance un petit peu à naturaliser et à obtenir pour acquises, mais qui, quand elles sont menacées, comme elles le sont menacées actuellement, valent la peine d'être défendues. Voilà, ça c'est juste pour introduire un petit peu de débat sur la politique institutionnelle et puis la politique hors les murs. Je pense que parfois il faut savoir pousser les murs et les confronter quand ils s'érigent en barrière et voilà, en obstacle au dialogue et à l'égalité et à la fraternité entre nous, mais aussi reconnaître voilà, l'héritage qui nous vient de la Grèce antique, des institutions politiques, de la police qui s'est construite avec difficulté et à nécessité quand même de l'engagement aussi. Alors après, la politique, c'est vrai, à quoi ça sert? Bon, moi, je citerai Camus, qui disait que c'est une machine à désespérer les hommes. C'est vrai que c'est compliqué la politique et ça déçoit beaucoup de gens. Parfois, on a l'impression finalement que ça ne sert pas à grand-chose. Parfois, on a l'impression que finalement, ça sert à reproduire ce qu'on essaye ce contre quoi on essaye de lutter. La politique, c'est une affaire de compromis, de compromission, de défaites bien souvent et de victoires qui prennent énormément de temps. Et c'est vrai qu'actuellement, la politique est un peu une machine à désespérer les hommes. Quand je vois le résultat des élections ces dernières années, même si quand même il y a des fois quelques petites lueurs qui nous font finalement ne pas désister de la politique, puisque une autre citation que j'aime bien, c'est la politique, c'est ce qui est faisable. Moi, je suis sociologue et anthropologue, anthropologue ascendant sociologue. Et du coup, c'est vrai que notre métier nous invite à voir finalement le poids des structures sociales, le poids de la reproduction, de la domination, et nous fait peut-être un petit peu douter du pouvoir de changer les choses de la politique face à l'inertie finalement de la société dans ce qu'elle a de plus violent et inégalitaire. Et en même temps, on a parfois des petites victoires, des petites fenêtres d'opportunités qui s'ouvrent et qui font qu'on peut avancer dans le sens voilà, à mon avis, du progrès social, de l'égalité, donc qui nous fait ne pas désister entièrement de la politique et qui nous pousse à nous engager. Alors, on a eu pas mal de défaites, je pense, pour les partisans de la démocratie, en tout cas ces dernières années. Moi, j'ai eu l'impression que j'ai pas mal déménagé. J'étais au Brésil quand on voyait Bolsonaro arriver. J'étais en Angleterre quand le Brexit est arrivé. Voilà, j'espère ne pas être en France quand Le Pen arrivera. Mais bref, c'est vrai qu'il y a des menaces, mais il y a quand même des élections qui changent quand même les choses, des votes qui changent les choses, des politiques publiques qui changent la vie de beaucoup de gens, et puis des combats qui mènent, qui portent leurs fruits. Donc je pense qu'il faut un petit peu regarder
regarder ça et puis se dire que c'est finalement à ça que ça sert la politique. Et puis voilà, bah, écoutez, moi en tout cas, je pense qu'il y a d'autres questions. Moi, je serais très curieux de savoir, effectivement, de savoir un petit peu plus sur les Français de l'étranger, puisque moi aussi, je suis un Français de l'étranger, hein, puisque je suis en Suisse, où là aussi, on a un exercice de la politique qui est très différent. Hein, on a une société beaucoup plus policée, mais en même temps, où c'est vrai que la politique, les gens ne parlent pas beaucoup de politique en Suisse. Parce que justement, ils ont d'autres canaux. La politique est beaucoup moins intéressante, par exemple, qu'en France ou au Brésil, où c'est vrai que c'est un enjeu de discussion, c'est un enjeu culturel. En Suisse, ils ont une démocratie directe, ce qui fait qu'en fait, les débats se passent à travers leur vote qui est régulier tous les 3 mois. Ils votent sur 3 ou 4 objets. Le dernier en date qui a fait les grottis, c'était la burqa. Voilà. Bon, l'islam, évidemment, ça fait toujours les gros titres et le pain des populistes, même si ce n'est pas franchement les choses qui préoccupent le plus, à mon avis, la vie quotidienne des gens. Mais en tout cas, voilà, il y a des institutions qui font que le débat politique se passe à travers les institutions et pas à travers voie médiatique ou des voies de contestation dans la rue. Pardon, je vais toucher sans micro. Ça va être un indicateur qu'il faut que je me taise. Pardon. Voilà, sans plus vous tousser dessus, je vous remercie, puis on peut ouvrir la discussion. Ok, très bien. Ben, merci Tristan pour ces réactions. On va passer la parole à Aliane. Et puis, Natalia va pouvoir prendre les inscriptions pour ceux qui veulent causer avant de repasser la parole à nos comment on appelle ça, des débatteurs, des intervenants. Voilà. Donc, merci beaucoup aux intervenants. Les réflexions étaient très, très riches parce qu'à la fois, il y a un côté pratique et aussi théorique qui parle de la politique dans ses divers aspects. Et en France, au Brésil et en Suisse, et d'une manière générale à toute la société. Et pour passer, on va faire un premier tour des questions qui ont été faites par écrit avant que... On fait comme ça, Julie? Ou tout d'abord, on passe à la parole et après, on va faire les questions par écrit? Je ne sais pas si tu veux, tu avais préparé quelques petites réactions. Tu peux parler peut-être un peu et puis après, on passe la parole. On attend que les gens s'inscrivent. Natalia prend les inscriptions et puis le temps que ça chauffe, tu peux parler. D'accord, on y va. Donc, on va faire un tout chaud, une question à Tristan par rapport à un côté très, très pratique qu'il y a, je pense, en France et au Brésil en même temps, qui c'est par rapport aux fake news dans la politique. Et une question qui pourrait être très intéressante, c'est de savoir quelles sont les limites entre la liberté d'expression et la diffusion des fake news. Et ensuite, à Jean-François, pour que les gens puissent mieux comprendre quel est le rôle politique de l'engagement des représentants des Français au Brésil. Ok. Donc, il y a déjà des gens qui veulent parler là, Natalia? Non, pas encore. Moi, j'aurais une question un peu plus pratique. Et après, on peut peut-être repasser la parole à Jean-François et à Tristan. Et après, on fait un autre tour. Est-ce que comment on doit faire de la politique? Est-ce qu'il faut absolument s'engager dans un parti ou de faire de la politique au jour le jour? Parce que je pense que à l'heure actuelle, surtout les jeunes, moi je vois ça ces dernières années avec mes étudiants,
les gens ont un peu peur de s'engager et surtout de se mettre dans un parti, hein, de s'identifier à une idéologie. Ça devient un gros mot, avoir des idées. Hein. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ça, hein, ces timidités maintenant, puis bon, surtout au Brésil, hein, bon, en France aussi avec le PS qui est un peu moribond, au Brésil le PT qui est attaqué. Pourquoi il y a ce rejet des cadres institutionnels et pourquoi cette vie politique, elle semble assez changée et bouleversée. Voilà. Donc, Jean-François, si tu veux commencer à répondre. Et après, Tristan peut prendre la oui, relève. si tu veux, Julie. Bon, je vais commencer par répondre à la question d'Aliane et ensuite je finirai par la tienne, Julie. Les conseillers, en fait, les conseillers des Français de l'étranger, ça s'appelait avant les conseillers consulaires. Et en fait, il y avait avant, dans les ambassades et dans les grands consulats, des commissions qui étudiaient les bourses scolaires à donner aux lycées français et écoles françaises au Brésil. Alors, par exemple, dans la circonscription qui est la mienne, il y a l'école française de Natal, justement, et il y a, française bilingue de Natal d'ailleurs, et il y a le lycée François Mitterrand à Brasilia, mais il y a aussi un lycée à São Paulo et un autre lycée à Rio, au Brésil. Et donc, les Français ont droit à avoir, au nom de l'éducation universelle qu'on donne en France, ont droit à avoir des bourses s'ils ne peuvent pas avoir accès par leurs propres moyens aux frais d'inscription qui sont extrêmement chers dans ces écoles-là. Et donc, on étudie notamment les bourses scolaires. Aussi, on étudie aussi dans un autre conseil consulaire les aides sociales qu'on peut attribuer à titre exceptionnel ou régulier aux Français qui se trouvent au Brésil et qui ont des grandes difficultés ou qui se trouvent en situation de grande vulnérabilité. Beaucoup de gens dans le Nord-Est, justement, pas mal de gens aussi dans le Pará, là où j'habite, des personnes qui soit sont des enfants de Français que le père a abandonnés sur place et qui se trouvent sans rien et qui, au titre du fait qu'ils ont la nationalité française, peuvent avoir accès à certaines aides pour pouvoir garantir qu'ils vivent dignement, ou alors des gens qui sont retraités et qui n'ont jamais cotisé à aucune caisse de retraite, ni au Brésil, ni en France, et donc qui ont des revenus très difficiles et qui sont dans des situations des fois sanitaires très, très délicates. Et alors, on leur donne des aides. Enfin, ce n'est pas moi qui leur donne, c'est l'État français. Et nous, on décide juste, on essaye de se battre pour que les aides soient les plus hautes possibles. On essaye de se battre pour que tous les demandeurs d'aide aient des bourses, évidemment, enfin, et des aides sociales, etc. Là, par exemple, pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'aides exceptionnelles à des Français qui ont été dans la difficulté à cause du Covid. Donc, il y a eu beaucoup d'aides exceptionnelles qui ont été attribuées. Et puis aussi, il y a deux autres formes de conseils consulaires. Un sur la sécurité, mais qui marche pas extraordinairement bien au Brésil, mais on n'a pas des gros problèmes de sécurité en tant que ressortissant français au Brésil. Enfin, avec la pandémie, justement, il commence à y en avoir, mais c'est de la sécurité sanitaire. Et puis, il y a aussi un volet emploi et formation, mais évidemment, comme l'État français ne donne aucune enveloppe pour qu'on s'occupe de ça, ça n'a pas une grande utilité. Moi, je réclame depuis que j'ai été élu en 2014 qu'il y ait des fonds donnés justement pour que des Français qui sont au Brésil dans le besoin de faire une formation ou dans le besoin d'essayer d'accéder à un emploi plus facilement, puissent avoir des ressources, etc. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore réussi. Et donc, c'est un rôle un peu limité, hein, c'est un rôle juste vis-à-vis des consulats. Moi, dans ma circonscription, j'ai 2 consulats, ce qui est bizarre parce que dans les autres circonscriptions, il y a toujours un consulat. Mais moi, j'en ai 2, un à Brasilia et un à Recife.
Et donc, régulièrement, on a des réunions pour décider de ces bourses, de ces aides, etc., etc. En plus, on est grands électeurs de 2 autres institutions françaises. Déjà, on peut être candidat, dans lesquelles on peut être candidat aussi. Premièrement, c'est les représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger qui sont à Paris et qui, en fait, travaillent sur tous les problèmes qui ont trait au fait d'être français à l'étranger. Et évidemment, c'est beaucoup de réflexions sur comment faciliter le fait de recevoir sa retraite à l'étranger, de pouvoir envoyer ses enfants faire leurs études en France, d'avoir des possibilités d'avoir accès à la culture française, même en étant hors de France. Enfin bon, plein de dossiers qu'ils traitent au quotidien. Mais ils n'ont pas, ils peuvent donner que des recommandations, parce que c'est pas un, c'est juste une assemblée consultative, Assemblée des Français de l'étranger. Et puis, nous sommes aussi grands électeurs des sénateurs des Français de l'étranger. Alors là, c'est un peu plus intéressant, parce qu'en fait, depuis assez peu de temps, depuis deux législatures, nous avons des députés et des sénateurs qui représentent les Français qui sont à l'étranger. Et alors nous, par exemple, on a un député, ça fait le deuxième mandat, un député qui représente tous les Français d'Amérique latine, par exemple, hein, de Mexico jusqu'en Argentine. Hein. Et puis, on a des sénateurs. Hein. Je me suis déjà présenté, moi, sur une liste de Sénat, mais pas en position éligible, mais pour concourir je crois que c'est 7 ou 9 sénateurs, je ne me souviens plus d'ailleurs, mais c'est une liste de 7 personnes. Je crois que c'est moins d'ailleurs. Enfin, je vérifierai ça. Et donc, on a plusieurs sénateurs de l'étranger, mais qui représentent là tous les Français de l'étranger. C'est une liste mondiale, disons, qui représente tous les sénateurs de l'étranger. Et ceux qui votent pour ces sénateurs, ce ne sont que les conseillers des Français de l'étranger et les délégués des Français de l'étranger qui sont un truc un peu spécial. Je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer parce que ça n'a pas grand intérêt, à part pour l'élection des sénateurs des Français de l'étranger. Et donc, c'est ça. On a eu une élection en 2014, donc, où j'ai été élu. On est 3 conseillers sur la circonscription. Et puis, on se présente sur des listes. Il y a du vote par Internet. Donc, si vous connaissez des Français qui sont dans la zone nord-est, nord, centre-ouest du Brésil, dites-leur qu'ils ont jusqu'au 23 avril pour s'inscrire sur les registres consulaires, pour exprimer leur vote. Et l'élection aura lieu un mois plus tard, c'est-à-dire à partir de la fin mai, 23 mai. Là, il y a les votes par Internet. Et puis, je crois que c'est le 27 mai qu'il y a le vote présentiel, mais on ne sait pas encore où ça arrivera. Peut-être Brasilia, peut-être Recife, peut-être que Brasilia. On ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Voilà. Et voilà, donc dites-leur de s'engager, de prendre contact avec nous si jamais ils ont envie de défendre une liste de gauche à ces élections-là. Et voilà. Et concernant, alors après, si vous avez d'autres questions, je peux y répondre sans problème. Concernant la question de Julie, c'est vrai que quand Tristan parlait, etc., c'est vrai que la politique, elle est souvent vue comme ça, c'est-à-dire le voter, se retrouver à quelques échéances et élire ses représentants, etc. Il faut bien comprendre que, en fait, toute l'art de gouverner néolibéral, disons, le capitalisme tardif actuel essaye de faire que la politique soit quelque chose d'à part vis-à-vis de nos vies. Hein. Essaye que la politique soit un secteur à part qui est justement réduit à des moments qui sont des moments d'élection. Hein. Bon, moi, je pense au contraire. Je pense que tout est politique. Le fait de s'habiller le matin, c'est politique. Le fait de parler à sa femme ou à ses enfants, c'est un acte politique. Enfin, la politique, c'est ce qui fait notre vie en commun et elle doit être vécue justement comme un effort, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un effort de toujours essayer de confirmer le fait d'égalité, de toujours lutter contre le scandale des inégalités,
que ce soit à la maison, au travail, à l'école et aussi dans les élections. C'est-à-dire il ne faut pas non plus tourner le dos aux élections et notamment aux partis. Julie, justement, tu disais les partis sont beaucoup… mais pourquoi il y a une grande méfiance vis-à-vis des partis? Parce que comme le mode d'élection est basé sur le mode de la compétition et non pas sur le mode de la délibération de projets, etc., ce qui apparaît le plus dans la politique, comme elle est traitée par les médias, mais aussi par les partis, c'est le mode de la compétition. Et ça emmerde, pardon, mais ça embête le plus grand nombre de gens. C'est-à-dire, on a déjà la compétition partout dans notre vie, c'est pas pour participer à d'autres. On a d'ailleurs beaucoup de mal à trouver justement des candidats pour s'engager dans la politique, dans ces élections, etc. Ne pensez pas que c'est aussi facile de trouver des candidats pour s'engager dans des élections. C'est très, très difficile. Mais en fait, tout est fait pour que la politique, ce soit quelque chose de séparé de l'économie, par exemple, séparé de nos vies de tous les jours. Et donc, ça nous intéresse moins parce que si on considère que c'est séparé, on n'a plus rien à y voir. Et puis, les partis, on nous présente ça comme des espèces d'entreprises électorales de compétition. Et donc, on n'a pas l'impression qu'à travers les partis, on va pouvoir imaginer un monde nouveau, imaginer nos vies demain, imaginer le monde de nos enfants et surtout le construire, ce monde qu'on a envie. Et lutter contre les inégalités, etc. Et c'est dommage parce que, et en plus, si on prend la situation du Brésil, mais en France, c'est à peu près pareil, au Brésil, il y a cette idée que tout est corrompu et que donc, il n'y a pas besoin d'agir dans les partis puisque tout est corrompu. Mais ça arrange bien ceux qui veulent justement que la politique soit quelque chose de sale, quelque chose d'étranger à nos vies. Parce que, évidemment, quand on fait partie d'une classe dominante ou quand on se bénéficie d'un ordre dominant, on n'a pas envie que les gens revoient cet ordre dominant sous le signe de l'égalité. Ils veulent que ça continue comme ça avec toutes les inégalités. Ils veulent même que les inégalités s'approfondissent pour pouvoir avoir plus que le voisin, etc., etc. Parce qu'on est dans ce mode de la compétition qui est une compétition néolibérale, économique du quotidien. Et c'est ça notre erreur, et c'est ça, si je pouvais parler à des jeunes justement qui ont peur de s'engager en politique, c'est justement leur dire, mais allez-y, pourquoi il faut investir les partis? Pourquoi? Parce que justement, il faut refuser que les partis puissent juste être des machines électorales. Il faut que ce soit des structures de pensée, il faut que ce soit des structures de projection vers le futur, des structures de solidarité et des structures de sociabilité où on peut discuter de tout, on peut essayer de faire des choses. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu de tout, évidemment. La politique au quotidien, quand tu disais soit on va dans un parti, soit on s'engage au quotidien. Et je pense que quand on comprend l'ordre de domination dans lequel on s'insère, quand on comprend le scandale de l'inégalité et pourquoi c'est un scandale, on doit s'engager au quotidien, mais dans toutes nos relations sociales. Toutes nos relations sociales deviennent un moment politique. Et je pense que c'est très, très important de construire un monde à part du monde qui existe actuellement. Et ça, on ne le fait que par les relations sociales, que par les petits groupes comme celui-ci dont on fait partie en ce moment. C'est par ces petits groupes-là, c'est par ces petites actions, ces petites réflexions qu'on fait de la politique. Mais je crois qu'il faut aussi s'engager dans des structures parce que justement, conquérir le pouvoir, on ne le fait pas à 2, 3, on ne le fait pas en faisant quelques pratiques alternatives dans la banlieue d'un quartier ou avec quelques copains. Je crois qu'il faut avoir les deux. Désolé d'avoir parlé autant. Merci beaucoup. Et ensuite, on passe la parole à Tristan pour répondre à la question. Et il y a déjà une question que Natalia, elle veut poser à sa propre voix. Voilà. Oui, alors moi, je répondrai assez vite parce que j'aimerais surtout vous entendre et puis qu'on discute. La question, je crois que c'était sur les fake news, à quel point il faut réguler les fake news, à quel point on se prémunit de ça et puis en même temps, comment est-ce qu'on peut rendre compatible cette régulation avec la liberté d'expression.
Bon, là, c'est clair que le dilemme qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on est face à un nouvel outil de communication qui pose problème, qui pose de nouveaux défis au jeu politique, de la même manière que l'imprimerie en son temps avait posé des défis, que la télévision et la radio en ont posé et ont fait peur aux dirigeants. C'est juste que, effectivement, là, on a un média qui a une force de frappe, qui a un pouvoir qui est extrêmement important. Les médias, c'est le quatrième pouvoir. Et c'est vrai que l'idée d'une démocratie est fondée aussi sur un certain équilibre des pouvoirs. Et donc là, on a infiniment un pouvoir qui nous échappe un petit peu, qui nous échappe déjà fiscalement, puisque les géants du web arrivent déjà à s'échapper fiscalement de leurs obligations de payer des impôts. Donc ça en déjà dit long sur leur volonté de se plier finalement aux règles du jeu politique. Et puis aussi, il faut avouer que les fake news, c'est nous qui les reproduisons, c'est nous qui les alimentons, et que ça fait aussi partie de l'apprentissage de la démocratie, d'apprendre à utiliser ces outils, à s'en prémunir, à les interpréter. Et du fait que ce soit effectivement un peu nouveau, ça nous dépasse et ça permet d'en faire des outils de propagande rêvés. Hein, d'autant qu'ils donnent les illusions d'une liberté et d'une communication sans filtre, ce qui les rend apparemment inoffensifs. Et on voit bien à travers les dernières, depuis quelques années, les dernières élections, les effets délétères que ça a sur la polarisation et la qualité du débat démocratique. Donc, il faut effectivement à la fois les réguler. Il manque des régulations aussi politiques, mais il faut aussi une culture, un apprentissage, une déontologie. Hein, c'est même aussi, il y a la déontologie journalistique ne s'est pas faite en un jour, et je pense qu'il y aura aussi une déontologie du web qui va émerger, qui sera probablement forcée d'une certaine manière. Et puis voilà, je crois qu'effectivement, ça prend du temps, mais là, ça a des effets qui sont très importants sur la tenue du jeu politique, que ce soit dans un espace démocratique ou pas d'ailleurs. Et voilà, c'est un défi qui nous est posé. Voilà, je poserai juste un petit peu ces éléments de réponse. Après, je voudrais surtout vous laisser parler, soit poser des questions ou même intervenir. L'idée, c'est d'en parler, si j'ai bien compris. Merci beaucoup. Maintenant, on va faire un tour de questions. L'ordre, ça va être Juliette, Natalia, Duarte et ensuite Camille. Après le tour des questions, les intervenants vont pouvoir répondre à toutes les questions. On va faire comme ça. Donc, Juliette, c'est à toi. Vous m'entendez bien? Bon, ben, ça va être très rapide. Je voulais d'abord, ça y est, c'est le portugais qui vient, parabéniser, je crois que ça n'existe pas, hein. Féliciter, c'est mieux, cette initiative qui m'enchante, parce que c'est vrai que bon, moi, je suis française depuis 20 ans à Salvador. Je suis 4e candidate sur la liste Tous Unis et très heureuse de participer de cette expérience. Donc c'est vrai que je me sentais surtout avec le confinement très très isolée, en dépit de tout ce qui se passe dans le monde, qui m'indigne, qui me révolte. Et c'est vrai que j'ai 3 filles et je me dis que je vais franchement leur laisser un monde pourri. et j'aimerais bien pouvoir les regarder droit dans les yeux, leur dire j'ai essayé de faire ce que je pouvais à mon niveau. Et c'est pour ça que j'ai toujours essayé d'agir du point de vue personnel dans des associations, hein, m'engager. Alors c'était en France, puis ici, tout ce qui est la défense des droits de l'homme, de l'environnement, etc. Mais c'est vrai que je me sentais un peu orpheline ici, de ne pas pouvoir parler de politique, de défendre des idées. Et c'est vraiment... j'ai été ravie quand d'abord j'ai parlé avec Julie, puis après avec Jean-François, j'ai été invitée à participer de cette aventure.
Alors, bon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un problème avec, en fait, ce que j'appelle, c'est ce que tout le monde appelle, hein, entre la politique au sens noble, qui est essentielle, hein, et puis cette politique politicienne qui peut nous éloigner des partis politiques. Mais vu ce qui se passe ces derniers temps, je pense que ce que j'ai vu, ce que nous voyons tous, hein, avec le néolibéralisme, etc., les premières les premières victimes, ce sont justement toutes ces associations organisées, les syndicats. Alors au départ, moi je voyais, il y a 20 ans, hein, je voyais ces mouvements qui se revendiquaient démocratiques, sans leader, sans structure, etc. J'avoue que ça me plaisait assez et j'en reviens. J'en reviens parce qu'en fait, je vois que ce sont ces mouvements et peut-être Gilets jaunes qui arrivent en fait à tracer des boulevards à des gens qui ont des idées plutôt d'extrême droite en général et rarement des idées constructives, d'union et de construction surtout. Alors je pense qu'au début, la révolte, oui, l'indignation, les manifestations, mais au bout d'un moment, on tourne un peu en rond. Après, ça devient les problèmes d'ego, on l'a vu avec les gilets jaunes, hein, etc. Ça revient, on les chasse et ça revient par la fenêtre aussi vite que dans n'importe quelle partie. Et je pense que notre groupe, hein, je pense que Jean-François, Julie, je ne sais pas si les autres candidats sont là avec nous, mais ce qui est intéressant, c'est que notre groupe est tous unis, unis justement des gens avec des parcours différents, avec des idées peut-être différentes, mais qui ont toute envie de définir des idées, ce qu'on appelle aujourd'hui progressistes, euh, plus sur l'aspect social, plus sur l'aspect écologique. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et franchement, j'espère contribuer à mieux représenter les Français. Surtout, je viens de découvrir, par exemple, avec le groupe WhatsApp qui a été créé, qu'il y avait plein de Français dans ma ville que je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler, qui sont profs comme moi. Donc c'est vrai que nous, contrairement peut-être aux Espagnols, aux Portugais, aux Italiens dans le monde entier qui se retrouvent. Moi, à Paris, par exemple, je suis de Paris, les Sud-Américains, ils étaient tout le temps ensemble, ils se connaissaient tous. Et nous, c'est vrai que les Français, on a un certain... je crois que j'ai vu quelques noms, peut-être des gens qui sont que brésiliens. Je ne sais pas si tout le monde ici est français, mais nous, les Français, enfin, surtout dans notre milieu intellectuel, etc., on est assez dédaigneux par rapport. Hein, en général, vous allez toujours voir un Français. Moi, je ne fréquente pas les Français. Ça c'est le grand chic. Un Français, moi, je ne fréquente que des. C'est très français de dire ça d'ailleurs. C'est pas vrai. Et moi, je rigole toujours parce que mes meilleurs copains, là, bon, ici à Salvador, c'est un Français. D'ailleurs, la première fois que je l'ai entendu parler, je l'ai abordé en disant, bah voilà, moi j'ai des enfants français, je vois que tu as des enfants, j'aimerais monter un cours de français, toi, avec des petits-enfants français pour qu'ils se parlent entre eux, etc. Et il m'a à peine répondu. Bon, c'est sa femme brésilienne qui est entrée en contact avec moi, parce que moi, je les connais, les Français, donc j'ai laissé mon numéro. J'ai dit, si tu m'appelles, si tu veux. Il m'a tourné le dos. Et 2 mois après, il m'a rappelé. Et aujourd'hui, je crois que je suis sa meilleure amie. Donc, ça me fait assez rire. Mais c'est vrai que c'est toujours comme ça, hein, le premier contact entre Français. Donc, je suis vraiment ravie de participer et de découvrir tous ces Français, ces personnes passionnantes avec qui on commence aujourd'hui à chauffer sur le WhatsApp. C'est ça qui me manque au Brésil, hein, c'est ces discussions comme ça où on peut s'engueuler, puis 3 secondes après se taper dans le dos. Ça, c'est typiquement français aussi, parce que peut-être les Brésiliens ne comprennent pas toujours notre virulence. Moi, j'avoue que je me suis calmée. Hein. Au début, mon mari brésilien me disait, Juliette, tu ne peux pas parler comme ça aux gens. Je ne comprenais pas. Bon, maintenant, j'ai compris qu'il me pensait grossière, etc. Alors que moi, je donnais simplement mon avis. Donc,
Je suis tout à fait ravie de participer de ce débat. Bravo Julie et ton équipe. Parlons-en. J'espère qu'il y en aura d'autres. Bon, j'ai déjà trop parlé de moi. Je voulais juste, Jean-François, en fait, je t'ai un peu parlé déjà de ça, mais j'aimerais bien réécouter. Comme conseiller consulaire, quelles ont été tes actions? Alors d'abord, je voudrais dire que bravo, parce que c'est vraiment un sacerdoce, un dévouement, tu ne gagnes rien pour ça. Euh, donc là, on est vraiment dans la politique noble. Comme conseiller consulaire, quels ont été, est-ce que tu peux donner des exemples que tu as menés à bien, qui ont porté des fruits? Tu en as donné une quand je suis arrivée. Je suis arrivée en retard, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, je suis désolée. Et tu parles effectivement de cette assemblée qui a un caractère consultatif. Est-ce que tu as l'impression que vous êtes écoutés ou bon, est-ce que tu as un exemple d'une proposition faite par cette assemblée qui s'est concrétisée en un décret, en une loi, qui sait? Voilà. Merci pour votre attention. Je réponds maintenant ou on laisse… On va… Natalia, tu ne veux pas poser ta question? Non, parce que c'était une contribution à que Jean-François parlait avant. Donc, je pense que c'est un peu décontextualisé maintenant. Je pense que c'est mieux que Jean-François réponde à la question de Juliette et après, je peux parler. On fait comme ça? Alors, merci Natalia, merci Juliette de ta question. C'est vrai que, en fait, on n'avait pas dit, Juliette, ce qu'on était aussi qu'on menait une autre liste pour les élections de même. Et voilà, c'est une liste qui s'appelle Tous unis, écologie et solidarité. Donc, Julie, par exemple, va participer pour la première fois, Juliette aussi pour la première fois. Donc, je suis très, très content d'être entouré de plein de gens pour pouvoir mener cette élection. Comme dit Juliette, c'est un sacerdoce, hein, celui qui cherche de l'ego et la richesse dans un, dans un poste de conseiller des Français de l'étranger, il va être un peu déçu. Et comme c'est un bénévolat, évidemment, on n'a pas des semaines dédiées à ça, etc. Et évidemment, quand on est prof de fac, on n'a pas beaucoup de temps libre au Brésil. Mais en fait, moi, je pense que le grand intérêt, notamment d'être conseiller des Français de l'étranger, c'est que déjà, nous sommes 3 conseillers. Hein, et pour vous dire, pour l'instant, les 3 conseillers, alors, comme ils vont être renouvelés, je ne sais pas quelle va être la composition idéologique du Conseil des Français de l'étranger de Brasilia et de Recife à la prochaine élection. Mais cette fois-ci, c'était un candidat qui a fait campagne pour le Parti socialiste, mais qui aujourd'hui va faire campagne pour Emmanuel Macron. Il y avait aussi une droite très traditionnelle qui a élu un conseiller qui est très proche de Bolsonaro au Brésil. Et puis nous qui étions une liste écolo, rouge, disons rouge-verte, disons. Et donc, dans ce contexte-là, moi, mon but, c'est en fait de tirer vers le haut la possibilité des aides sociales, justement, de me battre pour que le budget des aides sociales qui nous est attribué soit augmenté chaque année ou au moins ne baisse pas. Là, on a eu des années de stagnation, par exemple, parce que comme il y a eu enfin, le réal s'est presque déprécié 3 fois vis-à-vis de l'euro dans la période de mon mandat. Donc, c'était un peu difficile de demander une augmentation des euros, alors que déjà, les aides qu'on avait 2 ans avant, eh ben, on a le double en réal aujourd'hui. Donc, évidemment, ça a été… Mais on a réussi à stagner ou à augmenter chaque année. On n'a jamais baissé. Donc, ça c'est déjà une grande victoire. Pour les bourses scolaires, il arrive des choses incroyables parce qu'il y a des gens
demandent des bourses et qui, franchement, ont les moyens de payer plein pot l'école, etc. Mais seulement, ils veulent qu'une partie des frais de scolarité de leur enfant soient payés par l'État français. Alors, on fait attention, etc. Enfin, bon. Et puis, on fait aussi cette relation entre le consulat et les Français. Hein. Par exemple, il y a des problèmes dans des dossiers de nationalité, de femmes de Français ou de compagnons de Françaises au Brésil. On essaye de faire que les problèmes soient résolus. Et puis, on donne un appui, un soutien, un conseil enfin à ceux qui nous le demandent, évidemment, parce qu'on s'impose à personne, mais à ceux qui nous le demandent, on donne un conseil vis-à-vis des associations, justement, françaises. Juliette, tu parlais justement de ton projet d'association, de cours en français ou d'activités culturelles en français à Salvador. J'ai fondé une association à Belém avec d'autres parents qui s'appelle D'accord Belém et qui justement avait ça comme objectif. Évidemment, les Français de l'étranger, comme il y a beaucoup de passages, etc., c'est difficile de maintenir une stabilité. C'est d'ailleurs, si on a par exemple une école française à Natal, c'est moins par le dynamisme de la communauté française de Natal, même si je ne veux pas du tout déprécier la communauté française de Natal, au contraire, mais c'est surtout par la volonté d'un sénateur qui a voulu imposer ça et qui a donc imposé qu'il y ait une école française à Natal. Moi, je vais militer, par exemple, pour qu'il y ait une école française à Recife, mais ce n'est pas du tout gagné, parce qu'on est plutôt, en ce moment, dans cette époque néolibérale, dans un retrait de l'État plutôt que dans une expansion de l'État à l'étranger. On a tout. Moi, par exemple, j'ai milité, je n'ai pas eu gain de cause, malheureusement, mais je continuerai à me battre là-dessus, pour que tous les enfants de Français à l'étranger aient des tarifs préférentiels aux alliances, parce que je ne trouve pas normal qu'ils n'aient pas accès à cette ressource-là en étant enfant de Français. Et notamment, moi, je suis français, ma fille est née au Brésil, enfin, ma plus jeune, et elle avait des difficultés à parler français. Elle le comprenait très bien parce que je lui parlais depuis toute petite, mais à parler français, elle avait des difficultés. Si je l'avais mise à l'Alliance, etc., ou dans une structure comme ça, il y aurait beaucoup plus de facilité. Et ça, on a du mal à le mettre en place, etc. Enfin, bon. Et puis, il y a aussi des… Bon, d'abord, c'est très intéressant aussi de monter, d'essayer d'élire des sénateurs qui puissent changer la situation aussi en France. Et puis vis-à-vis de l'Assemblée des Français de l'étranger qui font du bon travail. Hein. Il y a plusieurs sénateurs qui reprennent les travaux et des députés qui reprennent les travaux et les conclusions de l'Assemblée et qui essayent de faire des propositions. Seulement, dans le mandat où on était là avec Macron et Hollande, la politique n'était pas à l'expansion de la politique francophone à l'étranger. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. On a d'ailleurs perdu beaucoup d'urnes. On avait des urnes à peu près dans les grandes villes brésiliennes à l'élection de 2012, par exemple, et en 2017, 5 ans après, il n'y a eu que 3 urnes dans toutes les circonscriptions, alors qu'on en avait 10 avant. Donc, il y a un recul de l'État français. Et donc, moi, mon rôle, en tout cas, je le considère comme ça, c'est d'essayer de freiner ce désengagement de l'État vis-à-vis des Français de l'étranger et défendre la citoyenneté des Français de l'étranger et qu'ils puissent avoir une citoyenneté pleine et entière. Il y a eu un scandale aussi récemment. Les Français, il y a eu un bug dans l'administration et il y a certains Français au Brésil qui n'ont pas reçu leur retraite. Donc ça, il faut faire pression pour que ces choses-là s'arrangent. Enfin, bon, beaucoup de choses à faire et c'est une activité bénévole. Alors, je ne vous dis pas, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, merci beaucoup. Ensuite, Natalia. Ça reste un peu descontextualisé, mais je vais vous parler qu'aujourd'hui, les gens sont un peu démotivés à participer de la politique. Ils sont un peu en la passivité parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles qui arrivent sur notre réalité, encore plus avec le Covid.
Et au Brésil, par exemple, je sens que les gens se sentent la passivité plus forte, de s'organiser, de se mobiliser, de faire la résistance plus fort qu'avant. Parce que, par exemple, avant, j'ai participé beaucoup des mouvements sociaux au Brésil, mais quand Bolsonaro il est arrivé dans la politique du Brésil, je pense que ça a dérangé beaucoup les gens. Je sens que les jeunes, avec le Covid, les gens restent beaucoup à la maison. Donc, il reste la web, l'Internet, des choses qui sont online pour se mobiliser. Et je pense que ça fait mal dans le contexte de la politique en général. Et c'est une question très problématique, je pense, à penser aujourd'hui sur la politique, sur la mobilisation. Et la chose que Jean-François parle des partis politiques, c'est ça, les gens se méfiant des partis politiques parce que dans la propre les partis de la gauche, par exemple, il y a des rivalités, des discussions qui vont plutôt vers les égos des organismes, des partis. Donc, je pense que ça, comme on dit, ça afasta les personnes de la discussion. Par exemple, il y a le PT avec Lula au Brésil, il y a les Ciro Gomes, et il y a une discussion très problématique et les personnes, ils n'ont pas la certitude de la lutte politique. Par exemple, il y a Bolsonaro qui c'est plus grave que la discussion entre les Ciro Gomes et Lula. Et les gens movimentent toute la discussion, toute sa énergie politique pour se battre entre eux qui mobiliser la lutte contre la vraie chose. Et c'est ça que je voulais dire. Merci Natalia. Et avant de passer la parole aux intervenants, il semble que c'est une question qui s'est liée par rapport à ça. C'est de savoir que, par exemple, les réseaux sociaux et l'Internet, certes, ont changé la manière de faire la politique. Et selon votre avis, est-elle mieux ou pire qu'avant par rapport à la démocratie? Camille avait une question qui était un peu pareille. Tu ne veux pas poser ta question, Camille? Oui, c'est vrai que moi, je m'interrogeais aussi sur cette question de la déconnexion et surtout, d'un point de vue personnel, en tant que jeune, c'est vrai qu'on a du mal en ce moment à retrouver un rapport positif à la politique, je trouve. Et j'ai trouvé votre présentation à tous les deux vraiment passionnante parce que ça montrait vraiment bien le côté paradoxal de la politique qui peut vraiment être un peu déconcertant entre d'un côté la politique qui rend possible des choses, la politique qui rend possible la vie en communauté, et de l'autre, c'est la politique aussi qui met des barrières et c'est la politique qui est créatrice d'inégalités, si on veut. Et donc, il y a vraiment cette espèce d'entre-deux et donc on ne sait pas trop où se situer. Et donc, vraiment concrètement, où est-ce qu'ils sont les espaces de l'engagement et comment est-ce qu'on passe le pas? Est-ce que vous, par exemple, vous pouvez nous dire, particulièrement Jean-François, comment vous êtes engagé en politique? Qu'est-ce qui vous a poussé? On a eu, j'ai adoré la question et l'intervention de Juliette parce qu'elle nous a vraiment, je trouve ça inspirant en fait ce genre de parcours et je trouve que le fait de voir comment d'autres, à un moment de leur vie, à un moment donné, ils se sont dit, bon là, il y a vraiment, j'ai un rôle à jouer et il faut que je m'engage. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations là-dessus? Tristan, tu ne veux pas commencer, non?
Oui, très rapidement pour enfoncer le clou sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est mieux ou que c'est pire qu'avant? Je dirais que c'est différent. Et c'est vrai que c'est un petit peu dangereux parce qu'on les maîtrise pas, ces outils, finalement. Même si on a l'impression de les maîtriser, dans la grande majorité, les gens ne les maîtrisent pas. Et c'est vrai que derrière, on a une capacité d'influence qui est extrêmement forte. Donc, moi, juste un exemple concret, j'avais l'application Facebook ou des Instagram, des trucs sur mon téléphone. Et effectivement, on a notre petit doudou intellectuel où on y va, on y retourne, on scrolle pendant des heures, on perd un temps fou dans des posts qui n'ont aucun intérêt. Bon, j'ai bazardé tout ça. Maintenant, je le garde effectivement pour mon ordinateur où c'est vrai que c'est utile à la fois pour communiquer, pour s'informer. Par contre, je l'ai bazardé de ma poche. Et dans ma poche, maintenant, j'ai Mediapart. Et donc, quand j'ai une envie de Facebook, ce petit réflexe qu'on a d'aller cliquer, voir ce qui se passe pas dans le monde, en fait, finalement. Mais d'aller sur Facebook, bah, maintenant, je vais sur les médias majoritaires, enfin des médias, on va dire, sérieux, on va dire, que je connais, qui sont sérieux et qui vont donner une information différente finalement des rumeurs que je vais trouver sur Facebook. Même si, voilà, on trouve des choses très bien sur les réseaux sociaux. Mais ça nous prend un temps de cerveau, un temps d'attention qui pourrait être dédié typiquement à l'action politique ou en tout cas à l'éducation, une vraie éducation politique à travers d'autres lectures beaucoup plus utiles. Mais voilà, tout ça, ça fait aussi partie d'un apprentissage. On va développer des mécanismes d'autodéfense aussi pour être davantage acteur des réseaux sociaux et beaucoup moins spectateur. Et je pense qu'aussi notre position de spectateur dans les réseaux sociaux, finalement, est peut-être pas sans conséquence sur notre position de spectateur sur la vie politique. Voilà. Mais voilà, sans vouloir remettre une pièce dans le jukebox, je vous laisse continuer. Peut-être Jean-François, si tu as des commentaires. Et puis merci effectivement pour vos témoignages qui me donnent des idées. Oui, alors, bon, il y a plein de choses là, hein. C'est vrai que coupez-moi, interrompez-moi, dialoguez avec moi, parce que si vous me laissez parler tout le temps, ma tendance naturelle, c'est de faire des conférences, donc ne me laissez pas faire ça. Mais je vais essayer de raconter un peu mon expérience personnelle et puis d'essayer de réagir justement à ce que Natalia et Camille disaient. Et j'ai notamment l'expérience justement de faire de la politique en France et aussi de faire de la politique au Brésil, et c'est très, très différent. Et c'est très différent la manière dont je peux la faire, parce que je suis citoyen en France et je ne suis pas citoyen au Brésil. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Ce qui me fait beaucoup plus faire la part entre les luttes que je dois faire au quotidien et les luttes que je dois faire sur le système électoral et politique plus institutionnel. Là, pour le coup, c'est très séparé. Ça se complète, mais c'est très, très séparé. Mon engagement, en tout cas, j'ai pris une seule fois une carte à un parti, qui était justement quand je me suis engagé au Front de gauche. J'ai pris ma carte au Parti de gauche, qui était le nouveau parti que Jean-Luc Mélenchon avait fondé. Je n'ai pas repris ma carte au parti parce que après, c'est devenu la France insoumise, et donc c'était un mouvement plus ample qui n'avait pas besoin d'adhésion de parti. Donc j'adhère à la France insoumise en tant que mouvement, mais sans avoir adhéré au parti de gauche. Qu'est-ce qui m'a poussé à m'inscrire dans un parti, à prendre ma carte dans un parti? Parce que bon, depuis toujours, je suis sensible aux inégalités et je suis indigné et révolté vis-à-vis de tout ce qui se passe tant en France qu'au Brésil, encore plus au Brésil. C'est peut-être pour ça que je suis allé y faire ma vie aussi, une espèce d'ingénuité humanitaire qui pense que le colon peut aller sauver les sauvages. Évidemment, j'en suis revenu de cette espèce d'idée humanitaire, mais on peut faire de la politique au quotidien, mais à un moment donné, il faut aussi s'engager officiellement. Et moi, justement, le fait que je sois résident au Brésil et qu'en France,
y ait Le Pen arrivant au second tour face à Chirac, etc., ces choses-là, cette fascisation, disons, de la société française que j'observais de loin et qui, depuis que je suis ici en postdoc, je me suis rendu compte que ma thèse était vérifiée, c'est-à-dire la France est devenue une société fascisante, vraiment, ce qui me fait très, très peur. Et la victoire de Le Pen aux élections l'année prochaine n'est absolument pas une hypothèse farfelue. Ce serait plus la réalisation de tout ce qui se passe dans les médias et dans les cafés du commerce français. Et donc, il faut aussi lutter contre ça. Et donc, j'ai pris ma carte en 2012, en réalité, parce que je voulais contribuer financièrement à l'effort antifasciste en France, en fait. C'est-à-dire donner de l'argent pour que des gens qui font la lutte en France puissent agir. Et jusque-là, je ne savais pas que j'allais me présenter à des élections de conseiller des Français de l'étranger, etc. C'est juste en m'engageant dans ce parti, il est arrivé qu'il a surgi ces nouvelles élections, parce que c'était des élections toutes nouvelles en 2014, et comme j'étais un des militants du mouvement en Amérique latine, et ben on a fait une liste, et puis on a élu la tête de liste qui était moi en l'occurrence. Donc, parfait. Mais ce n'était pas mon ambition au départ en entrant en politique que de me présenter à des élections, loin de là. En revanche, je pense qu'il faut vraiment, vous l'aurez compris, pour moi, la politique, c'est ne pas reculer à certains moments. C'est-à-dire dire, là, maintenant, ça suffit. Là. Après, il faudra que tu me passes sur le corps, il faudra que tu me tues, sinon ça ne passe pas. Moi, je pense que la politique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire dire, non, là j'arrête. C'est un peu ce que les Gilets jaunes ont fait en France. Hein. Là, c'est bon, là. Là, arrêtez tout. Là, à partir de là, on ne va pas plus loin. Et c'est avec un impact fort, hein, parce que, par exemple, le pouvoir d'achat des Français s'est maintenu à un niveau super fort pendant les Gilets jaunes, alors que le pouvoir d'achat des autres pays européens baissait drastiquement. Donc, en fait, la lutte sociale, elle a un impact très, très clair sur ça. Au Brésil, Natalia, j'ai été aussi touché par le coup d'État en 2016, par l'élection de Bolsonaro. J'ai été dans la rue, évidemment, pour faire le vira-vote avec mes étudiants, avec mes collègues, avec mes amis, pour essayer de, un par un, réussir à renverser la situation. En 2016, avec le coup d'État, c'était marrant parce que, justement, on parlait de la relation entre partis politiques et lutte locale. En 2016, on s'est aperçu avec quelques amis que les partis politiques ne faisaient rien localement à Belém pour organiser des manifestations contre le coup d'État. Et donc, on a créé un événement Facebook qu'on a largement diffusé et où on a dit, voilà, tel jour, on va ouvrir un micro sur la place de la République et puis tous ceux qui veulent lutter pour la démocratie ou qui veulent résister aux tentatives de coup d'État, eh ben, ils viennent nous retrouver, on va discuter, etc. On a donc fondé un mouvement qui s'est appelé Occupar República, hein, Occuper la République, qui était très intéressant et qui a eu dans une ville comme Belém, elle a eu une audience d'entre 50 et 300 personnes toutes les semaines qui venaient parler au micro et donc échanger, ce qui a créé des communautés d'affect, des communautés de solidarité très, très intéressantes. Moi, j'ai fait beaucoup d'amis pendant cette période-là. J'ai connu beaucoup de gens, j'ai pu articuler beaucoup de choses. Moi, au Brésil, j'ai toujours, j'ai toujours lutté pour ne faire le choix d'aucun parti en particulier. Moi, je suis vraiment de ceux qui pensent que la classe des travailleurs doit avoir un parti. Hein, c'est au sens marxien du terme. Il y a un parti, c'est le parti des travailleurs. Pas forcément le PT d'ailleurs, mais disons que PSOL, PT, etc., pour moi, ça fait un parti et ça devrait agir ensemble. Évidemment, il y a des différences de stratégie, des différences de vue, mais ça devrait marcher ensemble. C'est pour ça qu'il faut faire ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde ou si on peut discuter à partir de ça ou si Camille avait un autre truc à dire. Je sais pas. Donc, merci beaucoup. Il y a une question de Duarte. Duarte est là.
Duarte? Je crois qu'il vient de partir là. Oui. Je ne sais pas. Non, il est là. Ah, Oui, il voulait vas-y. partir Oui, je suis là. à la française. Ah, Vous voulez alors, filer à l'anglaise. alors, non, je pense comme Natalia, ma question c'est tellement comme ça, mais juste sur la jeunesse, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez sur la jeunesse au Brésil, la situation de travail et participation politique, parce que je pense que sont deux choses qui sont liées à la condition des ouvriers et des personnes qui participent de la politique. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Voilà. Je peux poser ma question à Duarte? Duarte, ce que tu veux, c'est avoir un regard étranger sur la jeunesse brésilienne, c'est ça? Ah, pardon. Sur la perception de la jeunesse brésilienne, mais si vous pouvez faire un regard sur la jeunesse française, c'est très intéressant. Ah, d'accord. Merci. Bon, ben, moi, je peux déjà parler, puis après, je laisse aux autres, puisque j'ai pris le micro de façon autoritaire. Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, moi, m'impressionne. Donc, ça fait 20 ans que je suis en France. J'ai 3 filles, mais j'en ai 2 de 21 ans. Et puis, je suis prof, donc je fréquente beaucoup d'étudiants. Je suis arrivée en 99-2000 et j'ai eu la chance, en fait, de voir comment un pays peut décoller économiquement et surtout implanter une nouvelle démocratie. Enfin, ça a été vraiment très, très intéressant. Et maintenant, grâce au Brésil, j'arrive à comprendre ce que je ne comprenais pas quand j'avais votre âge, quand j'étais jeune, que j'étudiais au lycée ou à la fac, comment les Allemands pouvaient dire qu'ils n'avaient pas perçu que Hitler était un dictateur sanguinaire. Et je me disais, mais comment une dictature arrive? Parce que toutes ces dictatures sont arrivées par la voie des élections, hein, comme Bolsonaro, il n'a rien inventé. Et j'ai assisté à ça. J'ai dû faire une bonne dépression, comme beaucoup de gens. Ça a été pour moi très, très intéressant de voir ça. Et j'avoue que moi, ça, et encore maintenant, hein, j'en suis, je suis, comme je disais tout à l'heure, indignée, révoltée, mais surtout inconformada. J'aime bien ce mot en portugais, inconformada. Et alors, ce qui, moi, m'a impressionné, Duarte, c'est, alors je ne vais pas être très gentille, mais c'est ce que je ressens, c'est l'inertie, parce que je parle aussi de mes filles, hein, c'est l'inertie de la jeunesse. Alors, au début, il y a eu, surtout à Salvador, hein, en plus, je ne devrais pas me plaindre parce qu'à Salvador, les votes ont été, par exemple, Salvador, c'est 80% ont voté Haddad, hein, donc euh, j'ai des amis qui sont à Curitiba ou à Santa Catarina, ils souffrent beaucoup plus que moi en tant que prof, hein. Nous, on a eu des invasions de la police fédérale dans des classes, à l'Université fédérale de Bahia, etc. Alors, au début, ça a réagi. Alors, j'avoue, moi j'adore les manifestations. Comme bonne Française sur Parisienne, j'allais pas à la salle de sport, moi j'allais manifester. On me dit, tu vas manifester? Je sais pas, je vais manifester. Je pense que c'était ma promenade du samedi. Donc on allait manifester. On allait manifester contre le sida, contre, je sais pas, n'importe quoi. Et j'avoue que donc j'ai participé de grandes manifestations qui m'ont donné beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Il y avait des jeunes. Et puis,
peu à peu, dans ces manifestations, il n'y avait plus que des vieux comme moi qui sont nés dans les années 60, quelques-uns dans les années 70, très peu dans les années 80, et après, disparition totale. Alors que surtout au début, je ne sais pas si tu te rappelles, mais les premières victimes ont été les universités fédérales. Hein. Et donc, il y a eu les intéressés, quelques étudiants à l'université fédérale qui ont réagi, mais moi, je pensais que les étudiants allaient tout casser, tu vois. Et puis, c'est vrai que là, je regarde les informations, surtout françaises, parce qu'ici, on en parle assez peu, mais ce qui se passe en Birmanie, ce qui se passe en Algérie, bon, je suis prof de droit international, hein, mais ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe, enfin bref, des pays où on tire sur les manifestants, ou même en regardant ce qui se passe au Chili, en Argentine. Et j'aimerais bien un peu que les Brésiliens en prennent de la graine. Et je me dis, mais ils vont accepter. Hein, ils ont déjà détruit, depuis le coup d'État, ils ont déjà détruit le code du travail, ils ont déjà détruit tous les droits de l'homme, les évangéliques sont partout, les militaires, j'en parle pas. Bon. Et je me dis, mais beaucoup de gens au chômage, ce qu'il n'y avait plus à Salvador ces 10 dernières années, il n'y avait, enfin, jusqu'en 2015, il n'y avait plus de familles d'enfants dans la rue, qui dormaient dans la rue. Plus personne venait t'importuner au feu rouge. Enfin, en fait, je m'en étais même pas rendu compte. Mais je me rappelle quand je suis arrivée au Brésil, ça me choquait énormément de voir tous ces enfants travailler, tous ces mendiants. Et puis, je m'en suis même pas. C'est après, quand ils sont revenus, je me dis, mais c'est vrai, ils avaient disparu. Et en fait, tu vois, ils avaient disparu petit à petit grâce à toutes les mesures d'inclusion, qui n'étaient sûrement pas suffisantes, mais qui étaient déjà un grand pas en avant. Et là, j'avoue que je me dis, mais ce gouvernement, alors c'est ce gouvernement, je pense que si la jeunesse se réveille, se révolte, il ne tiendra pas longtemps, il ne peut pas tenir longtemps. Et moi, j'aimerais bien avoir ton avis à toi, parce que je sais que ce n'est pas très, très charitable, mais j'ai même été en colère contre la jeunesse brésilienne. Hein, alors, comme Jean-François, je crois que j'ai fait un ménage, euh, un, un lavage ethnique. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont je n'aurais jamais soupçonné qu'ils auraient pu être bolsonaristes, racistes, homophobes, etc. Donc, eux, c'est bon, j'ai fait un lavage ethnique. Ils n'existent plus dans mon entourage. Par contre, j'ai découvert des gens fantastiques, merveilleux, que je croisais dans la fac, qui sont bonjour, bonjour. Et j'ai découvert que c'était des gens courageux. Donc, il y en a. Et j'ai maintenant des amitiés que virtuelles, mais dès que la pandémie sera finie, j'espère bien concrétiser ces amitiés, parce que j'ai découvert des gens fantastiques qui se mouillent. Et au Brésil, c'est vrai que les gens qui se mouillent, moi j'ai je connais des gens d'ailleurs qui ont fait des conférences chez nous, vous les connaissez, des baïnéens qui ont dû fuir le Brésil et trouver refuge en France, aux États-Unis, en Angleterre. Donc je sais il faut être courageux. Mais dis-moi toi ce que tu en penses, parce que j'ai aussi moi ma vision. Moi je suis donc de l'époque, donc je suis née en 68, hein, vous savez, j'ai participé, dès l'âge de 13-14 ans, on était dans les cafés avec mes copains à parler politique. Très vite, j'ai travaillé dans une association à l'âge de 15 ans. Et c'est vrai que, bon, mais je crois que c'est très français, ça, hein, ces débats politiques, on s'engueule, je crois. Mais ici, ça me manque. Et j'ai l'impression qu'il y avait une question très intéressante, l'effet sur la démocratie de l'Internet, de WhatsApp, etc. Alors, d'un autre côté, c'est vrai qu'on peut communiquer avec des gens du monde entier, avoir des idées de partout, avoir accès à des articles du monde, une littérature du monde entier, s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres idées, c'est génial.
Mais d'un autre côté, une fois qu'on a lancé, et ça je crois que Tristan avait raison, une fois qu'on a lancé ces 3 WhatsApp, ces 3 mèmes contre Bolsonaro ou contre Le Pen, on se dit bon bah ça y est, j'ai fait, j'ai milité, j'ai fait ce que j'ai pu, et peut-être que ça nous inhibe un petit peu, et on oublie le principal, c'est que nous sommes des êtres humains sociaux et qu'on a besoin de plus que des petits messages, et surtout que c'est entre nous. On est en train de convaincre des convertis, on essaye de convaincre des gens déjà convertis, puisqu'en fait les réseaux sociaux sont en train de nous de créer des groupes qui ne se communiquent plus entre eux. Donc c'est vrai que là, je pense que j'aimerais bien, j'adorerais voir des grandes manifestations, des grandes grèves, et j'en suis à souhaiter que le gouvernement, pour te dire dans quel état de colère je suis, que le gouvernement ne donne pas d'aide sociale. Mais ça, c'est inhumain parce que ce n'est pas possible, mais pour que les gens se révoltent vraiment, parce que je me dis, avec 250 reais, ils ne pourront rien faire, tu vois. Donc, je préfère qu'on ne leur donne rien et qu'ils se révoltent et qu'ils obligent les autorités à prendre leurs responsabilités. Bon, j'ai déjà trop parlé, je suis une juriste, on parle toujours trop, pardon. Je te laisse la parole. Mais attends, avant que Duarte réponde, moi, je voudrais rebondir, comme on dit en France. De mon temps que j'habitais en France, on ne disait pas ça, mais maintenant on rebondit. Donc, rebondissons. Et donc, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que je suis un peu dans la même mouvance que Juliette, mais parce que c'est vrai que moi, je suis un peu plus vieille que Juliette, mais… aussi, elle touche pas mon pote. Oui, ouais. Mais enfin, moi, j'étais pas militante, parce que pour tout vous dire, mon père était militant à lutte ouvrière. Ça m'a dégoûté à vie de militer, d'aller distribuer des tracts. Mais comme je suis née là-dedans, moi, je vois une manif, je vais, je vais derrière. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que c'est vrai qu'on est un peu en colère. On a les boules de voir que ça bouge pas, qui se révoltent pas. Mais je crois que, en fait, moi, je suis arrivée à cette conclusion, c'est que les jeunes sont perdus. Et en grande partie parce qu'ils ne connaissaient pas le Brésil qu'on a connu, nous. Parce que nous, on est vieux. Mais quand on est arrivé au Brésil, et moi, je leur passe, mes étudiants, je leur passe des films, surtout au nord-est, hein, parce que le nord-est, je crois que par rapport au reste du Brésil, peut-être plus qu'au sud, au sud-est, mais le Brésil a vraiment changé dans ces 20 ans. Et nous, on a vu on a vu les gens, on ne s'est pas aperçu que les mendiants, ils étaient partis des rues. Mais on se souvient quand même que les gens, ils crevaient de faim, hein, quand il y avait des milliers de gens qui passaient, qui étaient dans la rue. Et des domestiques esclaves dans les maisons. Moi, voilà, ouais. Bon, il y en a encore quelques-uns. Hein. Si on creuse un peu, il y en a encore quelques on en trouve encore. Ça a bien changé, en tout cas ici, ça a ouais. bien changé. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu perdus. Hein, ils ne comprennent pas, et que maintenant, ils commencent à voir l'importance de la politique. On commence à se… Et moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais parlé autant de politique au Brésil, parce qu'avant, on n'en parlait pas. Personne ne parlait de politique. Hein, on disait, oh, ouais, on a passé de… La politique, en fait, c'était pour les pauvres aussi. Hein, la politique, c'est la politique du PT, les politiques publiques, ça servait à donner, à répartir un peu les richesses. Hein. Mais personne ne parlait de politique. Et j'ai l'impression que maintenant, à partir de 2013, à partir de, je crois que 2013, c'est vraiment le déclic. Les jeunes se sont dit, bah oui, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, c'est vrai qu'on va… c'est nous qui allons décider le monde de demain. Hein. C'est un peu ça, faire de la politique. Hein. C'est de se prendre un peu en charge. Vas-y, ouais. Et aussi, j'avoue, ce qui m'a moi le plus révolté, c'est la réforme des retraites. Et c'est vrai que quand on a 20 ans, on n'a pas envie de penser à la retraite.
même si tu essayes de leur expliquer, mais c'est très, très important. Et la retraite, c'est à partir de votre premier mois de travail qu'il faut y penser. Et bon, mais j'avoue que quand on est jeune et qu'on n'a pas envie de penser à sa retraite, et je comprends, mais c'est essentiel. Et donc, ce sont des... Merci beaucoup pour ces réflexions, sont très riches et en plus, il y a un rapport avec une question qui c'est en considérant les différences socio-historiques et politiques entre les deux pays parce que ce ne sont pas tout à fait à la même chose. Donc, les libertés démocratiques ici en France sont plus renforcées. Il y a un très grave problème au Brésil d'un passé récent de dictature militaire et des violences policières. Et en plus, ça revient. Et avant de passer la parole aux intervenants pour parler de ces questions, parce qu'en plus, la richesse de la discussion, ce sont des intervenants français, et un habite au Brésil et l'autre en Suisse. Mais avant ça, il y a une question de Luana. Luana, vas-y, s'il vous plaît. Bonjour. Ma question, c'est comment fonctionne la politique écologique en France? Parce que maintenant, j'habite en France et me semble très individualité. Je pense que c'est ça. Et c'est très différent du Brésil parce que en Brésil, on discutait la question de désterritorialisation, je ne sais pas comment dire, désterritorialisation, né? Et en France, parce que me semble très individualité, parce que c'est une discussion d'alimentation bio, et c'est ça. Je pense que pour moi, me manque une contextualisation historique, c'est ça. Merci. Ouais, Alors, qui répond? Vas-y, Tristan. Ouais, je peux peut-être réagir. Bon, c'est vrai que il faudrait laisser les jeunes parler de la politique des jeunes au risque de paraître pour des vieux réacs, parce que finalement, on disait aussi, en votre temps, vous étiez jeunes, que les jeunes ne savaient pas faire de la politique ou qui savaient la faire qu'en se révoltant et de manière un petit peu irresponsable. Il faut voir effectivement que le contexte a changé, que effectivement, ce n'est pas évident d'être jeune aujourd'hui, à la fois parce que vous avez une crise économique qui est déjà là et qui n'est pas prête de se terminer. Donc, il y a aussi des jeunes qui sont inquiets de leur avenir et qui doivent aussi investir là-dedans, peut-être davantage que ce que d'autres générations ont dû investir dans une époque où finalement on avait effectivement des raisons de se battre, mais on avait quand même l'assurance de l'emploi, on avait les 30 glorieuses, on avait une société en croissance. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte. On a aussi un contexte politique qui est quand même problématique pour l'expression politique. Hein. Au Brésil, on a Escola Sem Partido, qui, à mon avis, a mis un coup à la possibilité de parler politique dans l'espace éducatif, que ce soit aussi d'un point de vue institutionnel. Hein. On pourrait parler de la politique dans l'éducation, des façons d'éduquer, aussi des concepts qu'on utilise, de l'importance de certains pédagogues. Vous avez Paulo Freire au Brésil, on a Célestin Freinet en France, etc. Donc, il y aurait des choses à dire là-dessus. Et effectivement, donc, à la fois dans l'espace éducatif, aussi les réseaux sociaux, pour revenir encore, sont peut-être aussi un petit peu inhibants parce qu'effectivement, on parle entre pairs, on prêche chez les convertis, mais aussi la violence des échanges qu'on peut avoir derrière le trolling, on a finalement des débats politiques qui sont trollés, donc on n'a plus du tout la même facilité peut-être à débattre avec des opinions différentes, parce que l'espace a changé. Et puis ensuite, il y a aussi le temps de la politique. À moi, quand même,
il y a un temps de la politique au Brésil, bon, aussi en France, mais au Brésil particulièrement marqué, où en temps d'élection, il y a quand même des mobilisations qui sont très fortes. Alors là, c'est vrai qu'on est un petit peu dans le creux de la vague, même si les élections arrivent dans un an, mais à mon avis, j'espère qu'il va y avoir des mobilisations et qu'on verra les jeunes, évidemment. Après, c'est vrai que quand vous avez une gauche qui est désunie, c'est difficile. La jeunesse, enfin, il y a une question d'intersectionnalité là aussi dedans. La jeunesse, c'est aussi, finalement, je ne sais pas si les quadragénaires ou les quinquagénaires s'expriment beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Hein. Enfin, c'est aussi parce que la gauche, de manière générale, s'exprime moins parce qu'elle est désunie. Et puis enfin, pour terminer, pour répondre à ta question, Louana, sur la question de la politisation des jeunes en Europe, alors tu parlais de l'alimentation bio, je pourrais te parler aussi de la question de la grève pour le climat, par exemple, les mobilisations autour du climat qui sont importantes, avec des nouvelles formes d'engagement, avec des nouvelles figures politiques comme Greta Thunberg, qui mobilisent énormément les jeunes, qui je trouve sont très intéressantes dans les mouvements verts, qui à mon avis aussi incluent quand même cette dimension d'égalité sociale, où là on a un peu une convergence des enjeux en termes de justice environnementale et de justice sociale et de justice climatique, du coup, qui est une justice intergénérationnelle. Donc moi je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Je pense pas qu'il y ait une forme d'individualisme, peut-être pas plus que, bon, enfin, pas plus dans la génération actuelle que l'autre, hein, effectivement. C'est un peu le mouvement du capitalisme, mais le mouvement de l'Occident, on va dire actuellement. Mais quand même, j'aime bien voir le verre à moitié plein et regarder ces nouvelles formes de mobilisation qu'il y a chez les jeunes, qui sont internationales, qui sont à la fois très localisées, des engagements, la question des ZAD, par exemple, des zones à défendre, qui se multiplient, qui sont très liés aussi à ces mouvements contre le climat, puisque c'est en général contre des projets, soit d'aéroports, des projets de cimenterie, des projets de mines, des projets de centrales nucléaires. Donc, voilà, à mon avis, ça, c'est des choses différentes. Et le bio, effectivement, c'est peut-être au Brésil perçu comme quelque chose d'un petit peu bourgeois, mais ça se démocratise énormément en France, ça s'institutionnalise aussi. Il y a la question du bio, de l'alimentation dans les écoles. Donc, c'est du politique, c'est de la politique, et il y a un engagement très fort là-dessus. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de le voir comme une forme individuelle, bien au contraire, hein. C'est une nouvelle forme collective d'action. Donc, voilà. Après, je ne parlerai pas davantage de la jeunesse. Je suis un peu entre deux eaux maintenant. Je pense être encore un peu jeune, mais pas beaucoup non plus, quoi. Donc, voilà, je laisserai plutôt aux jeunes le soin de s'exprimer. Et pour revenir aussi sur Camille, la question des violences policières qui donnent pas non plus envie d'aller manifester, parce que ça aussi, c'est un autre enjeu qui paralyse un petit peu le débat politique, c'est que la manifestation d'aujourd'hui, en particulier en France, c'est pas le cas ailleurs, mais il y a la question de la politique dans la rue qui est mise à mal, qui est menacée par des violences policières qui amènent une réaction violente aussi dans les manifestations, et on est un peu dans une spirale un peu perverse au niveau des manifestations dans la rue, et qui nous fait perdre une culture politique qu'on avait, qui était liée au syndicalisme, qui était liée voilà, à la politique dans la rue, et qui est encore plus mise à main en plus avec le Covid. On verra au printemps ce que ça va donner, mais j'espère que voilà, on retrouvera quand même un débat politique aussi dans la rue, parce que c'est un espace public et politique important. Merci Tristan. Je vais parler parce que j'ai besoin de sortir, mais pour ajouter un commentaire sur cette question de l'écologie en France et au Brésil, parce que j'ai noté aussi que c'est un peu différent. Je pense qu'ici en France, les gens sont plus engagés, sont plus motivés sur la question écologique qu'au Brésil, parce qu'en fait, au Brésil, il y a des questions plus urgentes, plus grave par exemple, pour les gens de la banlieue au Brésil, les favelas, il y a la violence policière, je ne sais pas, c'est plus fort, c'est plus présent. Il y a un nécropolitique en marche. Et donc, ça laisse un peu la question écologique à côté à cause de... Moi, je pense ça parce que je trouve que les gens au Brésil discutent plus les questions
sous la propre vie, sous la propre existence, parce qu'il faut d'abord exister, de survivre, qui, je ne sais pas, c'est ce que je trouve. Et c'est ça, je dois partir. Merci à tous pour la conversation, c'était très riche. Je remercie à tous et à bientôt, à la prochaine. Ok, merci Natalia. Ben, on n'a pas beaucoup de temps, hein, puisqu'il nous reste 10 minutes. S'il y a quelqu'un, Jean-François, tu veux réagir ou... Oui, je peux Ouais. répondre. Duarte avait posé une question sur la jeunesse, je vais la laisser à la fin. Je vais juste réagir rapidement sur l'écologie. Moi, je crois que c'est devenu un thème central un peu partout. Je ne suis pas d'accord avec Natalia qu'il faut faire le choix entre l'écologie ou la survie, en tout cas dans la sphère politique et dans la lutte politique, parce que quand tu vois justement qu'au Brésil, depuis qu'on a Bolsonaro, il y a à peu près 500 venins qui ont été libérés dans l'alimentation, l'écologie devient un problème de survie. Alors, même si les gens n'en ont pas totalement conscience et ne relient pas leur survie quotidienne à ça, il faut absolument mettre l'écologie au centre de toute lutte politique. C'est quelque chose qui ne peut pas être ignoré. Ce n'est pas quelque chose qui, comme Macron le fait, qu'on peut l'utiliser comme une espèce de pancarte que tu retires de temps en temps pour faire plaisir aux écolos et aux hippies. Ce n'est pas du tout ça. C'est un truc qui doit être un pilier de la réflexion sur comment on va survivre, justement, comment on va vivre. Qu'est-ce que ça veut dire que le vivre ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire que survivre ensemble et prendre conscience que ce n'est pas la France qui va sortir toute seule de la crise, quelle que soit cette crise, que ce ne soit pas le Brésil qui va sortir toute seule, mais que les problèmes sont bel et bien mondiaux. Moi, la pandémie, pour moi, c'est aussi un problème d'écologie politique, par exemple. Et il faut le prendre au sérieux et il faut le relier à cette écologie. Évidemment, il y a un peu plus d'avance sur l'écologie au quotidien en France, mais c'est aussi parce qu'ici, on veut se donner bonne conscience. C'est un peu le colon qui veut se donner bonne conscience parce qu'il détruit tout dans les colonies et donc rien à faire. J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps où j'ai montré 2 photos. Le site d'une entreprise norvégienne qui montrait des belles éoliennes, etc. Et puis ce que l'entreprise norvégienne fait en Amazonie près de Belém, qui est de transformer les fleuves en jaune en foutant un maximum de produits chimiques pour pouvoir produire, enfin extraire le matériel de l'aluminium. Je ne me rappelle plus maintenant en français comment ça se passe. Enfin bon, donc vraiment pour moi l'écologie c'est pas un truc moderne, etc. C'est un truc qui est complètement au quotidien dans notre survie actuellement. Et évidemment, pour que les gens sachent ça, il faut beaucoup de lutte politique et de pédagogie pour leur faire comprendre. Sur les manifs et sur la peur, justement, Camille, je vais te raconter une petite histoire que je raconte à mes étudiants en sciences politiques. Je leur dis, il y a 2 manières d'avoir peur en politique. La première, c'est d'avoir peur de mourir. Et alors, à ce moment-là, tu restes chez toi. Et l'autre peur, c'est la peur d'être mis en esclave. Et alors là, il faut que tu sortes de chez toi. Et en fait, je pense que justement, pour faire de la politique, je le disais un peu, il faut se mettre, c'est avec son corps qu'on fait de la politique. C'est en mettant son corps en danger qu'on fait de la politique. J'y crois vraiment. C'est comme ça qu'on résiste aux dictatures, c'est comme ça qu'on crée de la démocratie, c'est en mettant son corps sur la place publique et en disant aux gens, à partir de ce moment-là ou à partir de cet endroit-là, tu ne passes pas parce que mon corps fait barrage à ce que tu veux faire dans la société et que je refuse. Et donc le refus à partir du corps, je sais que c'est difficile de donner des leçons là-dessus, mais je crois vraiment qu'il faut sortir de sa tanière et se mettre en danger, sinon on se fera rouler dessus et on restera dans notre tanière exactement comme en situation pandémique, mais ad vitam aeternam, quoi. Donc ça c'est vraiment
Il faut vraiment… je ne sais pas si je dirais ça si j'étais ton papa, mais en tout cas, c'est le conseil que je te donnerais en tant que citoyen. Et puis, c'est le conseil que je donne à mon fils, donc j'imagine que je le donnerai aussi à ma fille quand il sera le temps. Et ce qui me permet de faire la liaison avec la question de Duarte sur la jeunesse, je crois, Tristan, quand tu dépeins la génération Juliette, Julie et même moi après, qui est un tout petit peu plus jeune, je crois que peut-être ceux qui sont au-dessus de Julie ont connu la pleine emploi, etc., liberté sexuelle, papapi, papapa. Moi, quand je suis arrivé en tant qu'adulte, j'ai connu le néolibéralisme, et que le néolibéralisme, le sida, le chômage, le fait que quand tu avais des diplômes, tu n'arrivais pas à trouver de boulot. Enfin bon, donc ça fait longtemps maintenant que les générations dorées sont passées. Maintenant, les générations dorées, elles ont plus de 65 ans, disons. Donc, on est déjà dans des générations. Moi, en tout cas, j'ai grandi dans le néolibéralisme, tu vois. Et donc, c'est le néolibéralisme qui nous crée et qui crée la jeunesse actuellement. Et je crois que le néolibéralisme a opéré une dépolitisation, tant dans ma génération que dans les générations qui nous ont suivis. Une dépolitisation parce que justement, tout a été fait pour salir la politique, tout a été fait pour dire que la politique, c'était un truc à part qui était réservé aux élections, et donc les gens ont commencé à s'occuper d'autres choses, d'autant qu'ils avaient à courir après la survie. Le néolibéralisme, ça institue la survie comme mode de vie. Et donc, on ne peut pas penser à vivre et à faire de la politique si on est en survie. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que si on ne fait rien et si on ne sort pas parce qu'on a peur, on va continuer à survivre et on ne va jamais plus vivre. Or, la vie est possible. La vie est bien entendu possible. Donc, il faut sortir. Et sur la jeunesse, pour te répondre très clairement, Edouard, il y a une jeunesse donc, qui est dépolitisée et il y a une jeunesse qui est hyper politisée. Mais on se rend compte que quand on fait des manifestations, Juliette le disait, quand on fait des manifestations contre la réforme des retraites, pour l'éducation, pour garantir le pouvoir d'achat, contre le chômage, enfin bon, des trucs qui sont beaucoup plus sociaux, on fait la manif, il n'y a pas de jeunes autour, sauf les jeunes qui sont militants de parti. Mais tu ne vois pas de jeunes. Et là, tu peux voir en France et au Brésil, c'est à peu près la même chose, tu n'as pas de jeunes. Quand tu vois des jeunes dans la rue, c'est pour des questions féministes ou des questions raciales ou des questions beaucoup plus qu'on appelle pautas identitarias, j'aime pas ce mot, mais qui sont des formes de lutte qui ont été organisées, qui sont des formes néolibérales de lutte. C'est-à-dire, ce n'est pas des luttes qui créent du commun a priori, c'est des luttes de différence. Je ne dis pas que c'est des luttes qu'il ne faut pas mener, mais par exemple, les militants antiracistes, les militants féministes, etc., parlent toujours d'intersectionnalité, mais ils ne font pas de politique intersectionnelle. Ils font de la politique qui… Et quand je vois beaucoup de jeunes militants, je vais faire une critique sur la jeunesse, je vois beaucoup, mais en plus, ça déteint sur les autres générations, ce n'est pas qu'un truc de jeunesse, c'est un phénomène de manifester aujourd'hui politiquement, y compris ma génération. Quand elle manifeste, c'est plus pour montrer qu'elle a eu raison. C'est plus pour montrer qu'elle agit. Ce n'est pas pour obtenir des résultats. On manifeste dans la rue pour dire aux réseaux sociaux, vous avez vu ce que je pense, vous avez vu comme je suis beau, vous avez vu comment on fait, mais en termes de résultats, il n'y a aucune cobrança, comme on dit en français, aucun résultat qui nous est demandé de notre action politique. Et on ne pense plus l'action politique en termes de résultats. Le seul résultat des manifestations à l'ancienne, c'est non à la réforme, retrait de la réforme, etc. C'est d'arrêter. C'est-à-dire, la seule action qu'on mène, c'est revenir à la situation d'avant. Mais ce n'est pas ça la politique, c'est justement casser tout pour faire que l'égalité arrive. Et donc là, je pense que le néolibéralisme est passé par là-dessus. Et il y a certaines formes de faire de la politique, moi aussi j'en ai fait comme ça, qui sont des formes narcissistes de faire de la politique, qui ne visent pas à obtenir des résultats ou à casser un ordre de domination
ou à casser des inégalités, etc., mais où c'est plus de l'autopromotion, où on dit, vous voyez, moi, je me situe là. Et ça me gêne un peu vis-à-vis de la manière de faire de la politique actuellement et surtout de la manière dont la jeunesse fait de la politique actuellement. Moi, quand j'entends mes étudiants dire, vous savez, professeur, j'ai plus appris de la rue que dans les bibliothèques de l'université. Je fais, oui, mais il faut étudier plus, donc, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans les livres, y compris pour faire de la politique. Hein, ce que j'ai dit sur Rancière, ce que j'ai dit sur Foucault, etc., si on ne sait pas ça, on ne sait pas quelle politique on va faire. Marx, qui est le grand modèle, etc., pour faire de la politique, il n'a pas fait que des manifestations. Heureusement pour nous, il a aussi écrit et pensé. Et si on n'a pas la pensée et l'action ensemble, d'abord, on ne peut pas penser sans agir, je le crois vraiment, je suis un intellectuel engagé, mais on ne peut pas non plus agir sans penser. Et donc, je crois qu'il y a un déficit de formation politique de manière générale dans les partis politiques, mais aussi dans la jeunesse, qui fait qu'on ne qualifie plus nos actions politiques et on reste dans des politiques narcissistes d'autopromotion qui ne font justement rien, qui ne changent rien à la donne. Vous voyez ? Et là, je suis un petit peu pessimiste sur ça. Il faut vraiment qu'on change de manière de faire de la politique et qu'on soit beaucoup plus à considérer la politique justement comme stop, mon corps va arrêter ton espèce de rouleau compresseur. Hein? D'ailleurs, je n'ai pas salué Romain et Rabat. Merci de nous assister, les amis. Merci. Super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? On n'a plus trop de temps, mais on a encore les micros ouverts. Et c'est vrai que on parlerait encore pendant pas mal de temps, parce que c'est assez... On est tous en train de se trémousser derrière nos écrans. Mais merci, Julie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais non, mais c'est vrai qu'on devrait en faire plus souvent de ces discussions. Hein. Et d'ailleurs, enfin bon, c'est vrai que le modèle virtuel, ça casse un peu les discussions, mais ça permet quand même d'échanger entre la France, le Brésil, Salvador, Natal, la Suisse. Hein, c'est vrai que c'est quand même bien. Et c'est vrai que c'est bon. Je pense qu'on va continuer à en profiter, de ces outils qui sont tellement utiles. Et bon, pour réagir à ce que disait Jean-François, c'est vrai que c'est un peu déroutant et c'est un peu frustrant tout à la fois, hein, ces situations, tant en France qu'au Brésil. Et que c'est vrai que bon, on est des vieux schnocks, hein, et peut-être que Duarte, je ne sais pas s'il veut réagir sur ça, mais c'est vrai que aussi, c'est vrai il faut j'ai l'impression quand même qu'il faut qu'on fasse un peu de pédagogie, et surtout avec nos étudiants. Moi, ce que je fais, hein, je parle politique, je leur fous des films qui sont des documentaires assez impactants, hein, sur des réalités sociales qu'ils ne connaissent pas. Je les emmène dans des endroits qui ne connaissent pas non plus. Donc, c'est un peu ça, c'est les provoquer. Hein. Moi, mes cours, c'est pas franchement... Il y a pas mal d'élèves à moi dans le groupe. C'est vrai que je travaille un peu au corps à corps avec eux, hein, et j'essaie de leur... de pas faire... les passer dans les caresser dans le sens du poil. Voilà. Mais c'est vrai que je suis un peu le style Juliette à la française, fessée, ça fait du bien de temps en temps, hein, c'est ça. Mais non, c'est pas non, parce qu'on discutait de comment faire dormir les enfants pour qu'ils soient couchés à 20h. Moi, la technique française a fait ses preuves. Non, je rigole. Autrement, on va avoir des procès sur le dos. Mais Edouard, est-ce que tu es là? Ou tu es déjà parti? Oui, il est là. Vas-y. La voix des jeunes, Edouard. Juste pour remercier Jean-François et Juliette
pour faire penser sur beaucoup de choses, Tristan aussi. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de questions. Je pense que Julie doit faire une deuxième session pour parler de l'autre chose de politique, parce que il y a des choses pour dire. Je pense aussi qu'au Brésil, il y a un phénomène pour penser que c'est de la jeunesse conservateuse. Oui. Et c'est intéressant de parler parce qu'il y a les jeunes libertaires, comme Jean-François a parlé, qui s'immobilisent pour questions spécifiques comme les racismes, le féminisme, etc. Mais il y a aujourd'hui au Brésil un petit groupe, je ne sais pas combien de petits, qui se mobilisent pour faire des attaques justice, les droits humains. Alors, il y a beaucoup de choses ça, pour c'est de la parler. politique, ça, c'est de la politique, ça. Ouais, c'est vrai. Donc, si plus personne ne veut parler, ben on va s'arrêter là. Et puis, on avait prévu un nouveau rendez-vous le 26 mars. Donc, on a des thèmes ouverts, mais paraît-il que Natalia a envie de parler, de faire de la cuisine. Alors, on peut faire de la cuisine, c'est politique, comme on l'a dit, hein. Et donc, on peut se donner rendez-vous dans 15 jours. Ces réunions vous pouvez envoyer vos vœux de discussion. On peut reprendre un nouveau rendez-vous pour parler politique parce que puis ça évolue vite. En plus, c'est au Brésil. Donc, ce n'est pas un sujet qui se tarit facilement. On avait pensé parler de la pandémie aussi, mais enfin bon, c'est vrai qu'on en a un peu marre, on est en plein dedans, mais vous pouvez envoyer vos sujets de discussion, hein. Mais donc Natalia, je pense qu'elle a pensé à faire quelque chose sur la cuisine, donc le 26 mars, ça sera sur la cuisine, mais on va parler de politique une autre fois, peut-être sous un autre format, peut-être un film. Hein, on avait pensé aussi à passer des films et faire des débats après les films, puisque j'ai vu qu'il y a l'Institut français, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant c'est sur Instagram et vous pouvez avoir accès à des films gratos. Donc, si vous voulez regarder, donc ça, on peut choisir un film et après aussi discuter. Voilà, bon, ben écoutez, merci beaucoup pour ces débats tellement intéressants. On va continuer à discuter de toute façon, hein, dans nos campagnes. Et puis, on va essayer de se mobiliser pour faire un peu de politique quand même, hein, parce que c'est important. Mais c'est vrai que on en fait tous à notre portée. Voilà, ben, merci beaucoup à tout le monde et puis à tous ceux qui nous regardent. Rejoignez-nous sur Instagram. Moi, j'ai appris à faire des posts. Mais c'est vrai que Natalia est très, très, très bonne pour ça. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre et à prendre contact avec nous. Voilà, ben merci beaucoup à tous et puis à la prochaine. Et c'est la lutte finale. Ciao, ciao. Je crois que c'est Camille qui...